les Français d'origine maghrébine, plus ou moins intégrés, comme on dit, et même presque complètement phagocytés parfois, n'en finissent pas de subir les effets d'une discrimination et d'un racisme ordinaire, au point où l'on ne s'en offusque même plus, ou seulement du bout des lèvres. C'est dans l'air du temps. Et les milieux politiques qui usent de ces sentiments glauques pour aller pêcher leurs électeurs, là où ils se trouvent, prospèrent plus que jamais. La haine est bien là, et elle fait voter. Mais la résistance s'organise au sein de cette communauté, car c'en est une. Aujourd'hui, elle a fini par s'imprégner définitivement de l'idée que ces pays où ils sont nés sont les leurs aussi, même s'ils gardent des liens avec leur pays d'origine. Ceux qui ont fait des études ou qui ont réussi à s'imposer comme élus refusent désormais de faire les frais du consensuellement correct, qui ne permet qu'à une toute petite minorité parmi eux de passer les fourches codines de la réussite sociale. Ils ne veulent plus jouer le rôle du bon arabe docile, de l'arabe de service, qui n'est là que pour donner le change, tromper l'ennemi et faire comme si. Ils ne veulent plus de cette discrimination positive qu'on leur sert comme la soupe, comme une aumône, mais ils veulent jouir de la plénitude de leurs droits en fonction de leurs mérites, sans rien devoir à personne. Ils s'organisent, se préparent à mobiliser toute leur communauté, puisque les autres, ceux-là même qui dénoncent le communautarisme, n'en finissent plus de les y enfermer, de les y confiner, au sens propre comme au sens figuré. Mais, curieusement, dans leur pays d'origine, ces communautés mêmes, qui souffrent donc de l'exclusion, dans leur pays même, le racisme le plus primaire se répand de façon atroce, jusque dans la presse écrite où les malheureux Africains subsahariens viennent dans nos pays ou les traversent pour tenter de se rendre en Europe, cet Eldorado dont des milliards de démunis rêvent. Comme quoi ceux qui subissent le racisme peuvent le pratiquer à leur tour à l'endroit de plus faibles et de plus démunis qu'eux-mêmes. Dans ce top 3, nous avons choisi pour vous un article de TSA. France, un conseiller municipal d'origine algérienne victime d'injures racistes. Toujours TSA, un autre article. Un diplomate français d'origine algérienne crie au racisme quand le piston ne marche plus. Et enfin, un dernier article d'Euro-Algérie. Immigration subsaharienne, le racisme de certains médias en Algérie. Avec nous, pour parler de ces sujets, Ahmed Khelifi, fiscaliste et militant pour l'égalité des droits politiques en France, et Aïcha, une Française convertie à l'islam, qui nous dira quelques mots sur son parcours personnel, sur ce qu'elle endure, autant de la part de ses anciens que de ses nouveaux coreligionnaires. Ahmed Khelifi, vous avez lu ces articles sur l'ambassadeur et le conseiller municipal? Oui, tout à fait, cher monsieur, tout à fait, oui. Ouais. Alors, votre avis? Écoutez, il se trouve que Zahir Kadadou, je le connais personnellement pour... non seulement c'est un très bon élément de notre communauté, dont on peut être fier, mais qui s'occupe particulièrement des Chibani du 17e à Paris. Vous savez, ces oubliés de l'histoire de France à qui l'on donne 92 € de pension parce que, soi-disant, dans leur pays, le niveau de vie n'est pas celui de la France et que l'on laisse crever dans des foyers Sonacotra et à qui on suspend les droits aux prestations sociales lorsqu'ils vont plus de 6 mois en Algérie. Écoutez, rien d'étonnant à ce que cet ambassadeur issu de la communauté algérienne soit victime de discrimination, parce qu'il faut quand même rester politiquement correct, faute de preuves, dans la mesure où la grande erreur que commet notre communauté, c'est de penser qu'une fois intégrée dans un système qui la déteste, elle pourra modifier le système de l'intérieur. Donc à partir de là, je dirais que la sanction est tout à fait logique. Oui.
Dites-moi, je vais vous poser une question directe qui peut être un peu gênante, peut-être, mais j'aime à dire les choses comme elles sont. Quand on prend par exemple la communauté juive de France, je précise que je n'ai rien contre la communauté juive de France, mais je voudrais mettre l'accent sur sa solidarité. Ils sont solidaires, ils se tiennent les coudes, et nous voyons les résultats. Ils sont hyper présents dans la presse, hyper présents dans les milieux politiques, hyper présents dans les milieux financiers, hyper présents dans tous les milieux, dans tout le dessus du panier. Or, la communauté maghrébine, pour ne pas dire toute la communauté musulmane, elle est complètement dispersée. C'est comme s'ils ne savaient pas ce que ça veut dire que la solidarité. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre question? Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce que je dis là? Écoutez, concernant le diplomate, l'ambassadeur d'Andorre, Monsieur Kedadouche, il faut savoir que vous avez un certain nombre, parlant de la communauté juive, vous avez un certain nombre d'éléments, notamment Nicole Gage, qui laissait entendre que le Quai d'Orsay était infesté d'Arabes déguisés. Donc c'est-à-dire que nous, malgré tous les efforts que nous avons pu faire en France, nous n'avons pas le droit à la considération, et vous le disiez tout à l'heure à juste titre, ce que l'on souhaite, c'est être reconnu pour notre mérite, et on ne doit rien à personne, et on est prêt à œuvrer pour l'intérêt général. Donc, concernant la communauté juive, c'est pas très compliqué, je vais vous donner des chiffres. Ils sont aujourd'hui 500 000 en France, et nous sommes, les Algériens, rien que les Algériens, nous sommes plus de 6,5 millions. Ils ont compris très vite que lorsqu'on voulait influer sur des décisions qui pouvaient être négatives dans le futur, il fallait constituer un rapport de force, et ils y ont travaillé. Ils ont ce mérite à ceci près, c'est qu'ils ont une base solide, Israël. Donc le problème que nous rencontrons, les Algériens particulièrement, c'est que le pays d'origine nous a laissé à l'abandon et livré à nous-mêmes. Donc à partir du moment où vous avez un président de la République française qui se permet de faire de l'humour sur un président algérien, sans que ça suscite une quelconque réaction de la part des autorités gouvernementales algériennes, et on lui met une petite tape sur la main. Comment voulez-vous que les ressortissants algériens, qu'ils soient immigrés ou binationaux, soient respectés à partir du moment où le numéro 1 du pays est lui-même insulté? Concernant l'organisation de la communauté juive ou gay, elle a compris que c'était pas le tout de naître avec des droits civiques. Encore fallait-il les utiliser intelligemment. Or, depuis la 4e République en France, les rapports politiques sont basés uniquement sur les rapports de force. Nous avons le nombre, mais nous manquons de méthodologie. Et je crois qu'il faut qu'on s'y emploie le plus rapidement possible, parce que lorsque l'on voit se dessiner l'islamophobie en Europe, qui elle est indifférente au fait que vous soyez marocain, tunisien ou algérien, je crois qu'on a vraiment du souci à se faire. Et c'est bien beau de prôner le discours entre les deux rives de la Méditerranée, encore faut-il que de l'autre côté de la Méditerranée, on s'emploie réellement à assurer la dignité des ressortissants algériens en France et en Europe. Oui. Mais sinon, la communauté maghrébine qui vote en France, donc qui a la double nationalité ou qui est française, est-ce qu'elle va en rang dispersé dans les élections locales? Est-ce qu'elle a généralement une orientation politique? Ou est-ce qu'elle ne vote pas tout simplement? Je vais vous répondre. Un organisme qui s'appelle le CEVIPOF à Sciences Po a fait une étude sur les différents votes religieux, notamment protestants, juifs, musulmans. Oui. Et on s'est rendu compte que l'électorat, on va dire maghrébin, puisqu'il est quand même la dominante musulmane, avait quand même cette particularité d'être très abstentionniste ou de voter à gauche. Je dirais qu'en fait, la plupart des Maghrébins sont encore victimes du complexe du colonisé, avec une extension vers le syndrome de Stockholm. Ils considèrent que l'entrisme est la meilleure réponse à leurs revendications, qu'elles soient économiques, sociales ou éducatives ou culturelles. Donc, la difficulté des Maghrébins de France, c'est qu'ils sont de nature abstentionniste. Non pas qu'ils n'aient pas de conscience politique, c'est qu'en fait l'offre électorale ne leur convient pas. Oui. Parce qu'elle ne les représente pas. Oui.
Vous avez aujourd'hui, dans certaines villes, particulièrement en région parisienne, des taux d'abstention qui peuvent avoisiner les 60% et qui sont à dominante maghrébine. Oui. Si vous prenez par exemple les élections présidentielles de 2012, Oui. la lassitude et l'irritation qu'avait provoqué Nicolas Sarkozy dans notre communauté a eu pour conséquence de le dégager au profit de François Hollande socialiste. L'erreur des socialistes a été de penser que c'était un appel au socialisme. C'était simplement un rejet du sarkozysme. Oui. Donc, à travers cet exemple, on doit expliquer aux Algériens et aux Algériennes de France, ou aux Maghrébins et aux Maghrébines de France, que nous avons le pouvoir de faire et de défaire un président. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes tellement nombreux que certains s'emploient à créer la division et à utiliser ce qu'on appellerait les arabes de service, ou alors plus couramment les khoubzistes. Je veux dire que certains, en mal de carrière ou de reconnaissance personnelle, sont prêts à utiliser leur communauté, à la vendre, et en retirer que des subsides, je dirais, ridicules et d'épiciers. Il n'y a pas, contrairement aux deux communautés que vous citiez, il n'y a pas cette volonté, je dirais, cette volonté d'élever la communauté par ses meilleurs représentants. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez 568 000 élus en France, qu'ils soient maires, sénateurs, conseillers régionaux, qu'ils soient conseillers municipaux, sénateurs ou députés. Oui. Notre électorat représente 16%. Je vous parle de l'électorat du Maghreb, Oui. que ce soit algérien, marocain, tunisien. Mhm. Or, sur ces 568 000, nous avons laborieusement peut-être 2000 élus, dont 5 députés et 2 sénatrices. Ce qui représente? Si vous faites une division, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 3%. C'est ridicule. Ça veut dire que ce n'est pas proportionnel à pas du la tout. base Pas du tout. Je à la dirais base qui les a que, élus, légitimement, on devrait pouvoir prétendre à 100 000 élus. Dites-moi, vous parliez tout à l'heure d'entrisme. On a parfois l'impression que c'est de l'entrisme par la chatière, si on peut dire. Oui, tout à fait. Quand vous prenez par exemple certains élus ou certaines personnes qui ont été nommées, qui sont d'origine maghrébine, on voit bien qu'ils se sont servis de leur communauté. Je n'en citerai que 2, Dati ou comment s'appelle, Amara. Amara, oui. Et une fois élus ou désignés ou nommés, ce sont des gens qui donnent l'impression de renier jusqu'à leur origine, qui deviennent plus blancs que blancs, quoi. C'est incroyable. Ah, mais votre remarque est tout à fait judicieuse. C'est exactement ça. D'une manière ou d'une autre, savez, moi, je vais vous prendre un cas très simple. Lorsqu'on nous a mis Fadela Amara, avec toute la considération qu'on peut avoir pour elle, compte tenu de son niveau d'études et de sa compétence, pardonnez-moi, être ministre avec un CAP, à moins de s'appeler Bérégovoy, je trouve que là, il s'agit franchement d'un foutage de gueule. Je veux dire que quel est le message qui a été envoyé à la communauté? Inutile d'aller à l'école, on les préfère comme elle, c'est-à-dire avec rien dans la tête. Oui. Je suis désolé. Restez avec nous. Pour moi, c'est ce que ça m'inspire. Je dirais que lorsque vous prenez Monsieur Kedadouche, Oui. C'est quand même une trempe. Oui. Et on aurait pu quand même le mettre à une fonction beaucoup plus importante et avec un écho beaucoup plus important pour notre communauté. Mais aujourd'hui, il faut que vous compreniez bien une chose. C'est que vous avez un électorat séculairement établi. Oui. C'est-à-dire qui n'incorpore pas les Maghrébins et les musulmans, lequel se distribue entre différentes formations politiques qu'on connaît, l'UMP, le PS, le Front National, le Front de Gauche et le Parti communiste. D'accord. Un article du Washington Times du 12 avril 2007 prévenait déjà des risques d'un vote communautaire en France, en indiquant ceci: vous avez un électeur sur 2 qui à terme sera musulman dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ça veut dire que les 40 villes de ce département sont susceptibles tout naturellement d'être prises, ou alors on va dire occupées par des mères issues d'immigration ou nées en France de parents immigrés. Moi, je dirais vous pensez bien que ceux qui sont en charge Ahmed Khelifi, pour ne pas faire peur aux gens, moi je dirais plutôt, au lieu de prise occupée, je dirais représentée.
Oui, mais enfin, attendez, je veux dire, lorsque je dis prise, elle se gagne au suffrage universel, une ville. Absolument. Il faut mobiliser des votes, il faut avoir un discours qui séduit les lecteurs. Vous devez aussi œuvrer pour l'intérêt Oui, général. mais Je veux dire, il ne s'agit pas d'une conquête ou d'une bataille. Ne donnons pas le bâton à l'extrême droite qui s'appelle l'élection, à laquelle vous pouvez postuler en tant que candidat ou voter pour quelqu'un d'autre. Ahmed Khelifi, restez avec nous, je reviens à vous dans un petit instant. Nous avons avec nous Aïcha, une Française blanche, si je peux dire, convertie à l'islam. Aïcha, vous êtes avec nous? Oui, totalement. Bonjour Aïcha. Alors, dites-nous, depuis quand êtes-vous entrée en islam? Et dites-nous un peu comment s'est passée cette conversion. N'avez-vous pas eu l'impression d'immigrer, vous aussi, dans une nouvelle communauté, et y avez-vous été l'objet, j'allais dire, de racisme, entre guillemets, de la part de ceux vers qui vous avez été, et de la part de ceux dont vous avez quitté la religion? Dites-nous. Alors, je me suis convertie il y a de ça 10 ans, maintenant. Oui. Ça a été un processus qui a été très long, puisque je viens d'une famille non croyante. D'accord. Avant de passer à l'acte, c'est-à-dire avant de faire la shahada, j'ai interrogé des gens autour de moi, pratiquants, pas pratiquants, sur des questions qui sont fantasmées en France, notamment par exemple les questions de la femme ou autres. Oui. J'ai énormément lu et ensuite j'ai fait la shahada. Donc ça a été un processus que j'ai fait toute seule. Ça a été une démarche que j'ai fait volontairement, de façon autonome. D'accord. Je n'ai jamais, comme vous l'avez dit, je suis française blanche, donc voilà, oui. Je n'ai jamais subi le racisme. Jamais, jamais, jamais. Oui. Et je l'ai rencontré pour la première fois, et c'était un racisme particulier, c'était l'islamophobie, le jour où j'ai fait le choix de porter le voile. D'accord. Et la première fois, c'est en me faisant insulter dans la rue par une petite grand-mère. Je ne reproduirai pas ici ses propos, mais ils étaient assez choquants et j'en suis restée totalement stupéfaite. Et autant je n'ai pas eu de problème dans la communauté qui m'a accueillie, qui est très large, puisque c'est l'islam. Donc elle n'a pas forcément d'origine. L'islam est universel, elle est présente dans plein de pays. Mais c'est la communauté, donc la société dont je suis issue, la France, qui m'a renvoyée vers autre chose. C'est-à-dire que le regard changeait. Et le regard était d'autant plus violent quand on se rendait compte que j'étais française, de nationalité, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents. Oui. Et qu'on me voyait avec le voile. J'étais perçue comme traître au pays, d'une certaine façon. Oui, oui. Et c'est là que j'ai pris conscience de la profonde islamophobie qui existait, tant symbolique que mise en place dans tous les partis. Il n'y a pas un parti, on parle du cas par exemple du Front National, qui dit tout haut certaines choses et qui l'assume de par son passé avec la guerre d'Algérie ou autre. Mais c'est un racisme, une islamophobie même, qui existe dans tous les partis. Dans tous les partis, on l'a vu ces dernières années, les lois islamophobes qui se sont multipliées, elles sont tant issues de gouvernements de droite que de gauche. À ce niveau-là, il n'y a aucune exception. D'accord. Oui. Mais sinon, si on sortait un peu de la religion et qu'on allait un peu vers le militantisme, je vous connais personnellement, Aïcha est un pseudonyme que vous utilisez. Totalement. Et donc, vous aimez beaucoup l'Algérie, pour laquelle vous militez réellement. Moi, je vous ai suivi. Et un jour, j'ai vu quelqu'un vous suggérer de façon un peu allusive que vous devriez vous occuper de vos affaires et que ceux qui ne sont pas algériens ne sont pas les bienvenus pour parler de l'Algérie, quoi. Totalement, c'est un reproche. Je n'ai jamais caché, dans le cadre de mon militantisme vis-à-vis de l'Algérie, ma nationalité. J'ai toujours assumé que j'étais française. Je n'ai jamais essayé de me faire passer pour autre chose. Oui. Et en effet, souvent, quand on résume les arguments que l'on m'oppose à ma nationalité. Tu es française, tu n'as pas à t'en mêler. D'une certaine façon, c'est normal, vu le passif de la France et l'Algérie. Oui. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que les gens qui tiennent ce discours, au final, ne reprennent qu'une propagande qui est mise en place par le système algérien pour empêcher toute remise en cause de qui que ce soit.
C'est C'est exactement du ça. nationalisme qui est monté en épingle à tort et à travers. Absolument. Moi, je ne milite pas en tant que Française. Les thèses que je défends sont aussi mal vues en France qu'en Algérie. Oui. Il faut être réaliste. Je milite parce que c'est mes convictions, en tant que musulmane, en tant que défenseuse des droits de l'humain, ce sont mes convictions. Donc, quand quelqu'un n'a plus d'arguments ou n'en a pas, c'est très simple de dire « tu es française ». Dernièrement, j'ai eu droit à « tu es française et les Algériens qui sont amis avec toi sont des harkis ». Sachant que, comme vous l'avez dit, on se connaît, vous savez très bien, les gens que je fréquente dans le militantisme, c'est des gens qui n'ont rien à prouver. Des défenseurs de droits de l'homme qui sont reconnus. Absolument. Donc, c'est un argument qui est utilisé, c'est un ultranationalisme qui est utilisé par le système algérien, et qui est le plus effrayant, c'est que les mêmes gens qui vont récupérer ce genre d'arguments ne disent rien quand leurs gouvernants vont se faire soigner en France, ont des villas en France. À ce niveau-là, ils se taisent. Là, il n'est plus question d'amitié franco-algérienne ou autre. Là, ça ne les dérange pas. C'est parce que, en fait, ce n'est pas l'Algérie qu'ils défendent, mais c'est leur régime. Toute Totalement. la différence est là. Entièrement d'accord. Le nationalisme et même l'ultranationalisme est une arme aux mains de n'importe quel système, encore plus d'un système autoritaire et totalitaire, pour manipuler la population. Il n'y a qu'à voir quand l'Algérie fait acte et demande à la France certains actes de repentance, qui pour moi ne sont pas suffisants parce que le débat va beaucoup plus loin, l'accès aux archives, l'accès à l'histoire des deux côtés, etc. Et là, tout le monde s'unit comme un seul homme derrière le système algérien, en disant oui, la France, la France, la France. Mais quand le système algérien emprisonne des jeunes pour avoir manifesté, torture des jeunes militants, chômeurs, syndicalistes ou des droits de l'homme, là, le peuple, on ne l'entend plus. Or, ça devrait beaucoup plus le préoccuper. Vous ne croyez pas si bien dire, Aïcha. Je vous remercie de nous avoir accompagnés aujourd'hui. J'espère vous revoir souvent dans cette émission. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Nous allons